troisième vidéo, c'est sur laquelle je vais revenir sur la mise en place donc, de la Balanced Scorecard. Donc, dans cette vidéo, il est clair que suite à l'ensemble des limites que nous avons identifiées au niveau de l'utilisation des outils de contrôle de gestion classique, il s'avère primordial de retrouver un outil qui nous permet de pouvoir apporter des solutions efficaces aux limites que nous avons présentées. Donc, les solutions qui vont être apportées doivent porter sur les éléments suivants. Élargissement du pilotage, du dispositif du pilotage pour couvrir, ou extension du champ de pilotage pour couvrir à la fois l'environnement interne et l'environnement externe. Deuxième élément, utilisation d'indicateurs financiers et d'indicateurs non financiers pour essayer de tracer au maximum la réalité de l'entreprise par rapport à son environnement interne et par rapport à son environnement externe. Et troisième solution qui doit être apportée, c'est que ce dispositif de pilotage ne doit pas être limité sur le court terme. Pourquoi ? Parce que l'évolution de l'entreprise se fait sur le moyen et le long terme. Et donc, si je fais une focalisation sur le court terme, je serai amené à mettre en place des programmes d'action qui vont privilégier le court terme, et donc je vais être dans une logique du court-termiste qui peut mettre en péril donc l'évolution et la pérennité de l'entreprise. Donc voilà pourquoi j'ai besoin d'un dispositif qui puisse permettre à l'entreprise de prévoir une démarcation sur un horizon plus ou moins de 3 ans. Donc voilà pourquoi j'ai besoin d'associer à cet outil une démarcation stratégique qui permet de penser le développement de l'entreprise sur 3 ans. Donc voilà pourquoi, pour trouver une solution qui intègre ces 3 solutions que je viens de citer, extension du champ du pilotage de la performance pour couvrir à la fois l'environnement interne et l'environnement externe de l'entreprise. Et donc on va plus ou moins avoir une parfaite maîtrise de l'environnement global de l'entreprise. Deuxième élément, nous allons intégrer à la fois des indicateurs financiers et des indicateurs non financiers pour une meilleure appréciation de la performance de l'entreprise. Troisième élément, c'est que nous allons être amenés à penser à un horizon temporel qui va permettre de tracer la démarcation de l'entreprise sur le moyen et le long terme. Ceci va nous permettre de mettre en place un projet de fond. Donc un projet de fond, pourquoi ? Parce que c'est un projet que nous allons conduire sur un intervalle de 3 ans et que ce travail, il va être amené à être repris fidèlement avec des ajustements bien sûr, afin que l'entreprise puisse réussir une démarcation sur le moyen long terme. Donc il est clair que le premier exercice auquel nous allons nous livrer une fois qu'on va mettre en place la Balanced Scorecard, c'est-à-dire pour les 3 premiers exercices, ça va être un exercice expérimental dans lequel nous ne pouvons pas atteindre 100% des objectifs prévus. Donc il va y avoir des réalisations qui peuvent être plus ou moins timides ou modestes. Mais une fois que nous allons maîtriser la dynamique de la mise en place de la Balanced Scorecard, il est clair que ça va être un système qui va être exposé à une forte amélioration continue, donc à une amélioration continue. Et là, je fais appel à la notion du Kaizen, donc on va améliorer le dispositif. Nous allons améliorer le dispositif de pilotage de la performance. Donc, Balanced Scorecard, c'est un tableau de bord prospectif qui a été mis en place par 2 auteurs américains, Robert Kaplan et David Norton. Donc, ces messieurs qui étaient, je dirais, des fondateurs de cet outil, sont allés à dire quels sont les éléments qui puissent permettre à l'entreprise
d'atteindre la satisfaction du partenaire stratégique pour l'entreprise. Donc, comme les deux auteurs sont américains et que le modèle a été mis en place pour la première fois au niveau des États-Unis, il est clair que le modèle de gouvernance qui va être largement répandu et qui va être pris en considération, c'est le modèle actionnarial. Donc, modèle actionnarial ou modèle de gouvernance anglo-saxon. Donc, modèle actionnarial aux shareholders, c'est un modèle qui va donner raison aux actionnaires. Donc, les deux auteurs se posent la question suivante: comment je peux arriver à la satisfaction des actionnaires, des investisseurs institutionnels et à la satisfaction des bailleurs de fonds? Donc, exercice classique, pour satisfaire les attentes des actionnaires, j'ai besoin de me focaliser sur le taux de rentabilité financière. Je calcule le taux de rentabilité financière en essayant de mettre en rapport le résultat net avec les capitaux propres multiplié par 100 et je vais essayer de travailler le résultat net. Donc, je vais essayer de gérer ce résultat net afin qu'il soit plus élevé afin de satisfaire les attentes des actionnaires. Cette solution, on l'a appelée une solution de bricolage. Pourquoi? Parce que vous allez tenter de faire donc des actions qui vont être dispersées dans le temps, qui ne vont pas être homogènes, qui peuvent vous donner raison par rapport à une période donnée, mais qui peuvent ne pas vous donner raison par rapport au moyen et le long terme. Et votre engagement vis-à-vis des actionnaires, des investisseurs et des bailleurs de fonds, il se fait sur le moyen et le long terme. Donc, ces deux auteurs, cherchant à trouver une réponse efficace, durable dans le temps, à la satisfaction des actionnaires et des investisseurs et des bailleurs de fonds, ils ont pensé à une façon de construire cette satisfaction dans le temps. Donc cette satisfaction ne peut pas venir du jour au lendemain, il faut la bâtir. Donc voilà pourquoi ces personnes, donc ces deux auteurs, ont identifié le personnel comme étant l'axe stratégique sur lequel il faudra capitaliser si l'entreprise voudrait générer de la création de valeur sur le moyen et le long terme. Donc, leur cheval de bataille, c'est les ressources humaines. Pourquoi les ressources humaines? Parce qu'ils sont à l'origine du progrès dans l'entreprise. Et donc, s'il y a un progrès au niveau de l'entreprise, il va y avoir l'amélioration des processus métiers de l'entreprise, donc une meilleure satisfaction des clients, et donc automatiquement, il va y avoir une forte rentabilité financière. Donc, ces deux auteurs ont mis en place un outil qui va se baser et qui va mettre en son centre de prédilection, c'est-à-dire le centre donc, où l'épine dorsale, ça va être les ressources humaines. Donc, ces messieurs ont présenté un outil de travail qui va mettre en relief ou en liaison 4 axes. Le premier axe, c'est l'axe d'apprentissage organisationnel. Donc l'axe d'apprentissage organisationnel, c'est un axe stratégique pour l'entreprise. Donc si vous voulez parler d'un building par exemple de 70 étages, il est clair que ce qui devrait être le plus solide, ça va être la fondation et ça va être les poutres. Donc, vous ne pouvez construire quelque chose de solide que lorsque vous allez avoir une bonne base. Donc, la bonne base, c'est l'axe apprentissage organisationnel. Et cet axe, il va être développé dans le temps et dans l'espace. Donc, dans le temps et dans l'espace, si l'entreprise engage un investissement de fonds par rapport à ses ressources humaines, qu'elle les accompagne dans leur épanouissement, dans leur développement de compétences, dans leur développement personnel, si cette entreprise
investit dans le capital humain, si cette entreprise encourage l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la capacité à entreprendre dans l'entreprise, et donc je peux être un entrepreneur au sein de mon entreprise. Donc je consacre 8 heures comme salarié à cette entreprise et en même temps je peux penser à la manière avec laquelle je peux améliorer donc le fonctionnement de l'entreprise, faire des économies pour l'entreprise, etc. Donc une fois que vous allez booster cet axe d'apprentissage organisationnel, le résultat va se faire sentir au niveau de l'amélioration de la courbe d'expérience et d'apprentissage de l'entreprise. Donc cette amélioration de la courbe d'expérience et d'apprentissage de l'entreprise va pousser les ressources humaines qui sont épanouies, qui se sentent appartenir réellement à cette entreprise, qui se sentent impliquées dans le développement de l'entreprise, à proposer des améliorations des processus internes de l'entreprise. Et donc, chaque travailleur, il va porter peut-être une recommandation, une solution qui va permettre à l'entreprise de mieux travailler, qui va permettre à l'entreprise de réaliser des économies en temps et en énergie et en argent. Et cette amélioration des processus internes va conduire nécessairement à l'amélioration de l'offre des produits et services qui vont être destinés aux clients. Donc, amélioration des processus internes conduirait forcément à l'amélioration de la satisfaction des clients. Donc, une fois que j'apporte une bonne réponse à mes clients, une fois que je suis efficace, efficient et pertinent par rapport à la mise en place d'une offre compétitive, innovante et parfaitement intégrée dans mon secteur d'activité, il est clair que je donne un signal fort à mes clients. Je leur dis que je suis en mesure de vous approvisionner avec le meilleur rapport qualité-prix. Je suis prêt à innover pour vous. Je suis prêt à vous intégrer dans le processus de production et je irai même jusqu'à dire que je suis prêt à accepter à ce que vous puissiez intervenir dans la conception des produits. Donc, si vos clients sont satisfaits, ils vont parler autour d'eux. Donc, et du coup, un client satisfait va ramener d'autres clients. Vous pouvez jouer sur la fidélisation, vous pouvez jouer sur le développement de votre portefeuille client. Donc, il est clair que l'amélioration de l'axe client va vous permettre d'assister à une bonne amélioration de l'axe financier. Pourquoi? Parce que plus vous allez pouvoir satisfaire vos clients, plus vous allez vendre plus. Et donc, il va y avoir une explosion, donc une augmentation du chiffre d'affaires. Et donc, nous allons avoir la satisfaction des actionnaires, des investisseurs et des bailleurs de fonds. Merci.